Notre invité ce matin, c'est Patrick Stefanini. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, ancien préfet de région. Vous avez remis lundi au gouvernement votre rapport sur l'aide médicale d'État qui a été coécrit avec le socialiste Claude Évin. On va bien sûr longuement en parler. D'abord, une question un peu générale sur ce rapport. Vous dites que le dispositif sanitaire de cette aide médicale d'État est utile, qu'il ne génère pas d'abus, mais vous encouragez dans le même temps un renforcement des contrôles et le resserrement des critères d'éligibilité. Vous êtes converti à la philosophie macroniste en même temps ? Je me suis converti aux faits et à l'analyse des faits. L'AME, c'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'accéder dans de très bonnes conditions et gratuitement à des soins de qualité dans un pays où l'offre de santé est une des meilleures du monde. Une fois qu'on a dit ça, j'ai beaucoup lu de commentaires de presse disant que l'AME était confortée. Je crois que ce qui est conforté par nos analyses, c'est le principe d'une aide médicale de l'État. Pour le reste, la façon dont elle fonctionne, nous l'avons critiquée sur de nombreux points que je peux énumérer rapidement si vous le souhaitez. D'abord, nous avons découvert qu'il y avait une faille béante puisque lorsque le ministre de l'Intérieur ou l'autorité judiciaire prennent des mesures d'éloignement à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, ça n'a aucune incidence sur son droit à l'AME. Ça, c'est quand même tout à fait choquant. Donc nous avons proposé que toutes les mesures d'éloignement fondées sur une menace à l'ordre public entraînent la suppression du droit à l'AME. Et puis, sur les conditions de délivrance de ce droit, nous avons fait une série de propositions. Nous avons proposé d'informatiser la carte, à l'identique de la carte vitale, pour limiter les fraudes, mieux contrôler la consommation de soins. Nous avons proposé également de redéfinir la notion d'ayant droit, puisque nous avons découvert que non seulement les mineurs étaient des ayants droit du bénéficiaire, ça n'appelle pas de critique, mais que les majeurs... et la famille élargie. Voilà, une famille très élargie, puisqu'il y a le concubin, le conjoint ou le partenaire du PACS, mais il y a aussi une notion étrange qui figure dans une circulaire, qui est la notion de cohabitant. Donc nous avons proposé d'émanciper tous ces majeurs. S'ils veulent l'AME, ils le demanderont. Pour ne garder que les enfants mineurs. Absolument. Et puis, nous souhaitons, ça n'est pas prévu par les textes actuellement, ce qui est aussi une lacune quand même étrange, nous souhaitons que, puisque l'AME est une aide qui est accordée sous plafond de ressources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un plafond de ressources mensuelles de 800 € par mois, qui est fixé par le Code de la Sécurité sociale, il faut qu'on prenne en compte les ressources du conjoint, ou du partenaire, ou du concubin. Et rien de tout ça n'est fait. Donc l'AME, dans ses modalités de fonctionnement, laisse à désirer, et elle doit être réformée. Voilà ce que nous avons dit dans ce rapport. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord avec les Républicains qui disent que cette aide médicale d'État constitue un appel d'air pour l'immigration clandestine ? Non, parce que je ne crois pas qu'on vienne en France parce qu'il y a l'AME. D'abord, beaucoup d'étrangers qui arrivent en France ignorent tout de l'existence de l'AME. Ensuite, on sait qu'un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière ne demandent pas le bénéfice de l'AME, soit parce qu'ils ont peur d'entrer dans un processus administratif qui pourrait conduire à leur éloignement, soit parce qu'ils en ignorent l'existence ou que les formalités leur apparaissent excessives. C'est pour ça que vous demandez une meilleure communication. Oui, en effet. Mais je ne crois pas que l'AME soit un facteur d'attractivité. Bruno Retailleau, il dit qu'un quart des étrangers en situation irrégulière citent l'accès aux soins gratuits comme raison de leur migration. Il a tort ? En revanche, l'AME est un facteur qui favorise, et nous l'écrivons noir sur blanc dans ce rapport, le maintien dans la clandestinité. Et au fond, si on sort un peu de la technique et si on prend du recul, notre rapport, il insiste sur le fait qu'un certain nombre d'étrangers s'inscrivent désormais dans ce que j'appelle la clandestinité de longue durée. La durée moyenne d'ancienneté dans les droits à l'AME, je ne parle pas de la durée de présence sur le territoire français, mais la durée moyenne d'ancienneté dans les droits à l'AME, elle est de l'ordre de 3 ans et demi. Et il y a quand même 18% des bénéficiaires qui sont là
depuis plus de 4 ans. Et il y a 5% des bénéficiaires qui sont là depuis plus de 10 ans. Dans un pays où les occasions d'être régularisés sont quand même nombreuses, la famille, le travail, etc. Dans un pays où la police, quand elle interpelle un clandestin, fait tout pour l'éloigner du territoire, le fait qu'on puisse rester en situation irrégulière en bénéficiant de l'AME depuis plus de 10 ans, ne laisse pas d'interpeller. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, quand nous lui avons remis ce rapport lundi, j'ai compris qu'il était conscient de cette situation. Mais voilà. Est-ce que juste, Patrick Stefanini, est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent en France pour des motifs familiaux, pour des motifs de travail, avec du coup des visas courts, et qui finalement restent en France, sont dans la clandestinité, bénéficient donc de l'AME, mais dont en fait on se rend compte qu'ils étaient venus pour des motifs médicaux? Oui, alors ça, on le pointe et on a confirmation de l'existence de ce phénomène de tourisme médical, si vous voulez, ou de filière, puisqu'on a constaté que le nombre de ce qu'on appelle les séances, alors les séances, c'est un terme du droit de l'assurance maladie, ça désigne les dialyses, les chimiothérapies, les radiothérapies, l'oxygénothérapie, bref, des thérapies de soins chroniques lourds, correspondant à des maladies graves où le pronostic vital peut être engagé assez rapidement. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'un certain nombre d'étrangers arrivent en France de manière régulière parfois, donc avec un visa de court séjour ou un visa de long séjour, par exemple pour faire des études, mais à peine ont-ils posé le pied sur le territoire français qu'ils se rendent dans une clinique ou dans un hôpital et qu'on constate qu'en effet, ils ont besoin de soins. Ils n'ont pas été dialysés depuis 3 jours, donc ils ont besoin d'une dialyse. Et bien sûr, on leur accorde ces soins urgents, et ça, moi, je ne le conteste pas, et M. Evin non plus, évidemment. Mais en revanche, ce qui interpelle, c'est qu'ensuite, ils s'engagent presque aussitôt dans un parcours de soins de longue durée, qui sont des soins lourds, des soins chroniques et coûteux. Et nous avons appelé l'attention. D'abord, nous avons obtenu la confirmation de ce qui était une intuition ou une rumeur, enfin, etc. Nous avons des chiffres précis. Mais qui était déjà pointé dans un rapport de l'IGAS de 2019, en 2019, l'Inspection générale des affaires sociales, cette surreprésentation de certains soins. Voilà. Mais est-ce que ça, qui sont, vous l'avez dit, les cancers, les dialyses, mais est-ce que c'est pas un signe, voire la preuve de l'attractivité de l'aide médicale d'État ? C'est la preuve, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est la preuve de l'attractivité des soins urgents. C'est-à-dire le fait que, quelle que soit votre situation administrative, et ça ne s'applique pas qu'à des étrangers, ça peut bénéficier aussi à des Français qui n'ont pas de droit. Prenons l'hypothèse d'un Français qui n'aurait jamais cotisé ou qui aurait cotisé de manière très très partielle. Il a droit au bénéfice des soins urgents, ce qu'on appelle les soins urgents, définis par un article, le L254-1 du Code de l'action sociale et des familles. Et il peut donc recevoir ces soins urgents, alors uniquement à l'hôpital ou dans des établissements privés à but non lucratif, mais il peut recevoir ces soins urgents. Et ça, c'est ça qui est attractif. Au fond, le tourisme médical, tel que je le décris, qui pose un vrai problème, c'est la rançon de l'excellence de notre offre de soins. La France est un des pays, je l'ai dit au début de notre entretien, où l'offre de soins est parmi les meilleures du monde. Et donc, effectivement, ça attire un certain nombre d'étrangers. Alors, il y a une question qu'on se pose. Mais parce que ce sont des traitements qui sont très lourds, qui sont très chers, et qui, du coup, sont gratuits. Bah alors, ils peuvent ces traitements. Mais est-ce que, du coup, les étrangers ne viennent pas en France pour recevoir ces traitements-là ? Non, mais je vous ai dit que dans le cadre des soins urgents, c'est pas un sujet d'AME, c'est un sujet de soins urgents. Et de ce point de vue-là, il est difficile à résoudre, madame. Nous avons pointé cette difficulté et nous l'avons documentée. C'est-à-dire que nous avons, c'est le tableau de la page 53, le tableau numéro 8, il fournit l'évolution et il montre que dans le cadre des soins urgents en 2022, l'évolution de ce que j'appelle les séances, ça a été plus qu'un doublement, 118% de hausse. Pour l'AME, dans le cadre de l'AME, ça a été 20%. Pour le régime général, ça a été plus 0,7%. Donc oui, il y a une filière de tourisme médical. Maintenant, comment on fait pour la casser ? Parce que la personne qui arrive et qui a besoin d'une dialyse parce qu'elle ne s'est pas fait dialyser depuis 2 jours, il viendra à l'idée de personne de lui refuser d'être dialysée. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous avons posé une question, mais c'est une question. Dans le droit français de l'immigration, il y a un titre de séjour spécial, qui est le titre de séjour pour soins ou pour étrangers malades,
avec 2 conditions, la gravité de la maladie, etc., mais une autre condition, on examine si l'étranger peut être soigné convenablement, s'il peut accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine. Alors, est-ce qu'il faut, pour quelqu'un qui vient d'arriver en France, est-ce qu'il faut se poser cette question et en fonction de la situation dans le pays d'origine, et je dirais que de ce point de vue-là, le Maroc, ça n'est pas le Bénin. L'offre de soins dans un pays comme le Maroc ou comme l'Algérie, ça n'est pas l'offre de soins dans certains pays du Sahel. Donc, est-ce qu'il faut se poser cette question et en tirer la conséquence que l'étranger qui vient d'arriver pour une dialyse, on va lui demander, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, en organisant une sorte de rapatriement sanitaire, de revenir dans son pays d'origine? En tout cas, nous avons pointé du doigt la difficulté. C'est maintenant, comme l'a dit la Première ministre hier, au ministre de la Santé et au ministre de l'Intérieur de faire des propositions. On va y venir. Sur la restriction du panier de soins, le Sénat a voté la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Seront pris en compte, selon la proposition du Sénat, en charge la prophylaxie, le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive. Ce qui laisse quand même un panier de soins important. Pourquoi cette AME n'est pas la bonne solution ? Alors, d'abord, si vous lisez attentivement notre rapport, vous lirez qu'à 2 reprises au moins, je crois que c'est dans la page 20 et 21, à 2 reprises au moins, nous disons que nous ne pouvons pas porter de jugement définitif sur la proposition du Sénat parce que nous ne savons pas ce que recouvre le concept de prophylaxie et de traitement des maladies graves. Parce que la notion de soins urgents, on sait bien qu'elle est éminemment subjective et qu'au final, elle est appréciée par le praticien, soit de ville, soit hospitalier. Et ça ne me choque pas, nous sommes sur un terrain de médecine, de santé, c'est normal que le praticien ait le dernier mot. La notion de maladie grave, elle est également subjective. Moi, je ne sais pas, a priori, ce que c'est qu'une maladie grave. Et puis, je peux présenter des symptômes qui me paraissent bénins, mais qui vont interpeller le professionnel de santé qui va y voir la première apparition des signes d'une maladie grave. Donc, je vais prendre des exemples très concrets. Si je suis une femme et que je vais consulter mon médecin et que je sens qu'il y a une petite boule là au niveau du sein, moi je considère qu'évidemment ça participe de la consultation va participer de la prophylaxie d'une maladie grave qui est le cancer du sein. On va être dirigé pour des examens complémentaires, etc., etc. Si votre médecin vous prescrit un frottis vaginal, je crois que c'est la prophylaxie d'une maladie grave qui peut être le cancer de l'ovaire. Si je viens voir un médecin parce que j'ai un rhume, mais un rhume avec une petite irritation de la gorge qui commence à ressembler à une angine, on sait que cette angine, si elle n'est pas traitée, elle peut donner un phlegmon et que l'intervention sur un phlegmon, ça va être plus grave et plus coûteux. Donc si c'est bien ça l'interprétation qu'il faut donner à la notion de maladie grave, moi j'ai pas de problème à ce moment-là avec l'amendement du Sénat. Mais vous voulez pas que ce soit plus restrictif ? En fait, c'est un problème de définition et de précision. Vous attendez, c'est ça ? Mais pour vous, il ne faut pas le réduire plus, ce panier de soins. Non, parce que si, comme cela avait été envisagé à un moment donné, on réduisait le panier de soins aux seuls soins urgents, alors là, ça a un effet mécanique qui est que tous les bénéficiaires de l'AME qui seraient privés des autres soins, qui ne pourraient plus aller consulter leur médecin en ville, puisqu'ils n'auraient plus les moyens, le médecin n'aurait pas l'assurance d'être payé au final, ils iraient à l'hôpital. Et la réalité, alors qui m'a beaucoup frappé dans cette mission, c'est que les responsables de l'hôpital public, ils sont tétanisés à cette perspective parce qu'ils connaissent la fragilité de la structure hospitalière française actuellement. L'hôpital français, il est au bord du gouffre. Il est au bord du gouffre parce qu'il y a eu un sous-équipement, un sous-investissement, parce qu'il y a une pénurie de personnel qui nous conduit d'ailleurs, je le signale au passage, à faire venir pas mal de médecins étrangers pour travailler dans nos établissements hospitaliers. Et donc voilà pourquoi la réduction du panier de soins au panier de soins urgent ne serait pas une bonne chose. Et ça, nous l'avons dit avec beaucoup de clarté. Mais elle a été envisagée, juste Patrick Stefanini, effectivement, elle a été envisagée, mais notamment par vous. Dans votre livre que vous avez publié sur l'immigration en 2020, vous écrivez « Il faudrait réduire le champ de l'AME aux seules urgences et aux maladies contagieuses. Les clandestins ne devraient pas accéder gratuitement aux autres soins. » Alors du coup, qui faut-il croire ? Le Patrick Stefanini du livre de 2020 ou le Patrick Stefanini du rapport de 2023 ? Il faut croire le Patrick Stefanini qui... est certes un bon connaisseur, si je puis dire, des questions d'immigration. J'y ai consacré une bonne partie de ma vie professionnelle.
mais je l'ai fait au ministère de l'Intérieur. Et au ministère de l'Intérieur, au fond, on ne connaît pas l'AME. On n'en entend d'ailleurs pratiquement jamais parler. Et c'est une chose qui m'a frappé dans ce rapport, et j'ai formulé des propositions avec M. Evin pour y remédier, c'est que les deux ministères, au fond, ne se parlent pas beaucoup. Le ministère de l'Intérieur ne connaît de l'AME que parce que les étrangers qui viennent en préfecture demander une régularisation produisent souvent comme seul justificatif de leur présence en France, leur carte de bénéficiaire de l'AME. Et quant au ministère de la Santé, je l'ai déjà dit, et je l'ai dit à propos des mesures d'éloignement, mais on pourrait le dire sur d'autres sujets, les conditions d'attribution de l'AME ne tiennent absolument pas compte de l'évolution du parcours administratif de l'étranger, sauf évidemment s'il obtient un titre de séjour. Mais pour le reste, si le préfet, après un examen de sa situation, oppose un refus de séjour à un étranger, ça n'a aucune conséquence d'aucune sorte sur son droit au bénéfice de l'AME. Donc quand vous aviez écrit ça à l'époque, c'était quoi? C'était une méconnaissance complète du sujet? Donc c'est le Patrick Stefanini qui s'est documenté et qui, à travers cette mission, a découvert les arcanes complètes du dispositif. Je suis rentré dans les entrailles du dispositif de l'AME. Mais il était très complet, votre livre, il était très précis. Oui, enfin, je dois consacrer, je crois, 3 ou 4 pages au maximum. Il a fallu attendre la page 278 pour trouver cette phrase. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette position. À l'époque, c'était une proposition un peu à la va-vite. En tout cas, c'est une proposition insuffisamment documentée. Est-ce que quand Bruno Retailleau dit que l'aide médicale d'État n'existait pas avant 2029, ça c'est factuel, mais que pour 2029 autant... Avant 1999, pardon, oui. Et ça c'est factuel, mais que pour autant il n'y avait pas de problème de santé publique avant. Est-ce qu'il n'a pas raison? Il a peut-être raison. Encore une fois, je n'étais pas à l'époque un spécialiste, mais Bruno Retailleau sait pertinemment que les flux migratoires ont évolué de manière radicale. En 2000, nous accueillons, nous délivrons, l'année 2000, nous délivrons 150 000 titres de séjour, donc à des étrangers en situation régulière, cette année-là, et nous accueillons 40 000 demandeurs d'asile. L'année dernière, nous avons délivré 320 000 titres de séjour. Alors, ce sont des étrangers qui ont un droit au séjour, ils obtiennent un titre, donc ils ne posent pas de problème. Et nous avons accueilli 132 000 demandeurs d'asile. Et puis, nous avons un phénomène de mineurs clandestins. Vous avez vu, en lisant le rapport, que le nombre des mineurs dans les ayants droit ou dans les bénéficiaires d'ailleurs de l'AME pour les mineurs non accompagnés a beaucoup augmenté. Alors j'ai employé le mot de mineur clandestin, c'est une erreur. Un mineur par définition, ça n'est pas un clandestin puisqu'un mineur n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour. Mais en tout cas, le phénomène des mineurs et notamment des mineurs non accompagnés, en 2000, il n'existait absolument pas de cette manière-là. Donc l'AME a été conçue à un moment où les flux migratoires à destination de la France étaient très inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un vrai problème, mais ça ne relève pas de l'AME. Et vous dites que le nombre de bénéficiaires va continuer à augmenter. On nous annonce une augmentation de 10 à 15% de la demande d'asile pour cette année. Ça va se répercuter mécaniquement sur le nombre des déboutés. Le phénomène des mineurs non accompagnés, à ma connaissance, il n'a pas été jugulé. En tout cas, ce n'est pas ce que j'entends auprès des présidents de conseils départementaux et j'imagine des sénateurs. Et par ailleurs, on sait, parce que c'est parfaitement documenté, que les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne ont beaucoup augmenté cette année en 2023, notamment sur la route de la Méditerranée centrale, là, qui aboutit en Italie. Et on sait qu'une bonne partie de ces migrants veulent ensuite venir en France, soit pour y rester, soit pour passer en Angleterre. Un dernier mot sur le sujet, puisqu'il y a aussi des rapports de l'IGAS qui constatent que les bénéficiaires de l'aide médicale d'État consomment en moyenne plus de soins que les bénéficiaires du système général classique. Donc ça veut dire qu'ils contribuent moins, mais qu'ils coûtent plus au système. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque d'acceptabilité sociale ou d'inacceptabilité sociale plutôt de cette AME? Bien sûr qu'il y a un risque. Pourquoi est-ce qu'on fait un rapport sur l'aide médicale de l'État? Pourquoi est-ce que le débat est passionné? Parce qu'un Français qui a des ressources relativement modestes, qui gagne 1 200 ou 1 400 euros par mois, il accède à une couverture de soins de très grande qualité, mais il paye un ticket modérateur. Le bénéficiaire de l'AME n'en paye aucun. Et dans notre rapport, il y a un chapitre, il y a des développements sur la comparaison européenne. Alors nous commençons par dire que cette comparaison n'est pas facile parce que les systèmes institutionnels sont différents, mais ensuite nous pointons plusieurs singularités de la situation française.
Au fond, il y en a trois. On en cite quatre, mais les trois principales, c'est que en Allemagne, par exemple, le panier de soins de ce qui est l'équivalent de l'AME comporte des exclusions qui sont plus importantes qu'en France. Et notamment, il exclut les programmes de soins chroniques, ce qui nous renvoie à notre conversation de tout à l'heure. Par ailleurs, l'entente préalable en Allemagne existe, c'est sur un panier de soins très important. Et enfin, dans beaucoup de pays, pas en Allemagne, mais dans beaucoup de pays, il y a une participation financière du bénéficiaire de l'équivalent de l'AME, ce qui n'existe pas en France. Est-ce qu'Elisabeth Borne vous a dit ce qu'elle ferait de vos propositions ? Moi, je n'ai pas rencontré Mme Borne et j'ai simplement lu son article, son interview hier dans le Figaro. Où elle dit « J'attends d'avoir les propositions des ministres de l'Intérieur et de la Santé pour présenter des adaptations réglementaires ou législatives. » Nous avons remis ce rapport lundi au ministre commanditaire. Mme Firmin Lebaudot n'était pas là, je crois qu'elle était retenue à Dubaï. Mais M. Rousseau et M. Darmanin nous ont reçus longuement. Donc voilà, maintenant c'est à eux de s'emparer de nos propositions et au gouvernement d'agir ou au Parlement. Après tout, ce rapport, il est rendu public, il est à disposition. L'essentiel des propositions que nous avons formulées sont de nature législative. Donc on ne réglera pas les problèmes que pose l'AME, et je vous ai dit qu'il y en avait, et on ne réformera pas l'AME, et je vous ai dit que c'était nécessaire de mon point de vue, sans texte législatif. Alors, il y a des textes législatifs en ce moment qui sont examinés au Parlement, notamment le projet de loi immigration. Il arrive en séance lundi à l'Assemblée. Quel texte a votre préférence, celui de l'Assemblée ou celui qui a été durci par le Sénat ? Il faudrait, moi c'est pas moi le gouvernement, c'est aux parlementaires de décider. On sait que le Sénat a fait sur ces sujets un travail considérable depuis des années. Et tout le monde rend hommage, notamment à l'exceptionnelle qualité des investigations qui ont été conduites par François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat. Et moi, je considère qu'une partie des propositions faites par François-Noël Buffet, notamment pour faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou de ceux dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, je considère qu'une partie de ces propositions ont été reprises dans le texte de Gérald Darmanin, et c'est la raison pour laquelle... Parce que moi, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Immigration, vous l'avez rappelé. Donc j'ai eu sous mon autorité les fonctionnaires des préfectures qui gèrent les bureaux des étrangers. C'est un travail qui est particulièrement difficile. C'est un travail qui est passionnant parce qu'on fait des rencontres, si j'ose dire, et on est confronté à des parcours de vie qui sont compliqués, dont certains parfois sont dramatiques, mais c'est un travail qui est difficile. Et on a besoin d'une législation efficace. On n'a pas besoin d'une législation qui permet à l'étranger en situation irrégulière de revenir tous les 6 mois en préfecture sous un motif différent pour formuler une nouvelle demande de titre de séjour. Ça ne trompe personne. En tout cas, ça trompe ni les préfets, ni les personnels des bureaux des étrangers. Et donc, je sais que le Sénat s'est déclaré favorable à ce qu'on a appelé l'examen à 360 degrés, c'est-à-dire que lorsqu'un étranger vient en préfecture, il faut qu'on puisse examiner sa situation sous tous les angles, de manière à ce qu'on prenne une décision qui soit définitive ou quasi définitive. Et je trouve que c'est une excellente chose. D'ailleurs, dans le rapport, il y a une proposition. Alors, elle ne fait pas consensus entre nous avec M. Evin, mais il y a une proposition qui consistait à subordonner le renouvellement de l'AME au fait que l'étranger, qui bénéficie d'une aide d'État, donc financée par l'ensemble des contribuables résidant en France, apporte la preuve qu'il a effectué une démarche en préfecture, c'est-à-dire qu'il est sorti d'une clandestinité totale, qu'il a accepté que son dossier soit examiné par la préfecture compétente. Bon, et ensuite, si le préfet prend un refus de séjour, au moins on a la preuve que l'étranger a vu sa situation examinée. Donc moi j'avais proposé que le renouvellement de l'aide médicale d'État soit subordonné à la production par l'étranger d'un refus de séjour de plus de 3 mois, parce qu'il faut garder le délai de carence, et de moins de 6 mois. Monsieur Evin ne vous a pas donné son accord, donc cette proposition figure dans le rapport, mais elle apparaît comme faisant l'objet
d'un dissensus. Un dernier mot, parce qu'il y a un autre texte qui est examiné en ce moment au Parlement, un texte des Républicains, une proposition de loi constitutionnelle pour élargir le champ du référendum, pour permettre un référendum sur l'immigration et pour demander la primauté du droit national sur le droit européen. Est-ce que c'est une bonne chose que les LR essayent de faire passer ce texte? Je dis essaye parce qu'il y a eu un échec hier à l'Assemblée où l'examen n'est même pas allé jusqu'au bout. Et ça risque d'être compliqué au Sénat avec les centristes. Ouais. Alors écoutez, ce texte, je le connais bien parce que j'ai dirigé la campagne de Valérie Pécresse et dans le cadre de cette campagne, nous avons proposé ce texte. Alors ensuite, il a été repris après l'échec de Valérie Pécresse. Il a été repris par Guillaume Larrivé et par le Parti des Républicains. Bruno Retailleau le connaît très bien, ce texte que nous avions élaboré pendant la campagne, parce que nous en avons discuté à plusieurs reprises, et je lui avais fait rencontrer un des plus éminents juristes qui nous a aidés à rédiger cette partie-là. Alors, quelle est ma philosophie là-dessus ? Je ne vais pas renier ce que j'ai fait en étant parfaitement documenté cette fois-ci pendant la campagne de Valérie Pécresse. De quoi avons-nous besoin? D'abord, nous avons besoin d'une révision de la Constitution pour instaurer des quotas. Parce qu'on instaurera de vrais quotas, des quotas efficaces, notamment pour maîtriser l'immigration familiale, qu'en révisant la Constitution. Mais ça, on peut réviser la Constitution selon les procédures de l'article 89, je crois, sans aller au référendum sur l'article 11. Alors, ensuite se pose la question de savoir si, même en ayant révisé la Constitution, on ne risque pas de se heurter à des difficultés liées à la jurisprudence des cours européennes. Puisque, je le rappelle, dans le traité de Lisbonne, dans un appendice du traité de Lisbonne, je crois que c'est l'annexe 17, on proclame la supériorité du droit européen sur tous les droits nationaux, y compris les droits constitutionnels. Alors, il y a un concept qui est le concept d'identité constitutionnelle, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel en France, et on peut s'appuyer, comme nous l'avons fait pendant la campagne de Valérie Pécresse, et comme le fait la proposition de loi LR, pour essayer de poser des limites à l'interprétation, enfin plutôt poser des limites à la jurisprudence européenne. Un dernier mot, parce que pendant la campagne, les centristes soutenaient Valérie Pécresse. Or, aujourd'hui, ils rejettent ces propositions. Est-ce que vous en aviez discuté à l'époque avec Hervé Marseille? Moi, j'en avais discuté. Pendant la campagne présidentielle, je voyais assez régulièrement Jean-Christophe Lagarde, qui était le président de l'UDI, et en général, je le voyais avec Hervé Marseille. Donc, lorsque nous avons dû finaliser, c'était, je crois, début mars ou courant mars, lorsque nous avons dû finaliser notre proposition de loi constitutionnelle, j'ai consulté Jean-Christophe Lagarde sur ce point très précis. Et il m'a donné son accord. C'était l'ancien président de l'UDI. Voilà, il m'a donné son accord. C'est pour ça que Valérie Pécresse a pu faire une conférence de presse, à laquelle assistait d'ailleurs Bruno Retailleau. Et Hervé Marseille aussi? Alors ça, je m'en souviens pas. Et ce qui est vrai, c'est que pendant la campagne présidentielle, il m'arrivait de déjeuner avec Jean-Christophe Lagarde et avec Hervé Marseille. Par contre, au téléphone, quand j'ai consulté Jean-Christophe Lagarde, Hervé Marseille n'était pas en ligne. Enfin, je crois pas. Voilà. Merci, vous savez tout, madame. Stefanini, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité ce matin face au Club des Territoires. Merci beaucoup.